Voilà, Econosphère, c'est donc le réseau qui appartient au GRESEA et qui co-organise cette soirée. Et donc il y a un réseau de chercheurs hétérodoxes qui publient des textes critiques sur son site, mais qui organise aussi ce type d'événements. Maintenant, on en vient à la question qui nous occupe, c'est donc l'avenir du travail vu du Sud. C'est le titre du dernier ouvrage de Cédric Leterme, qui donc va nous présenter cet ouvrage en détail. En effet, depuis quelques années, l'avenir du travail il est bien au centre de tous les débats des organisations internationales, hein, OIT, Banque mondiale, etc. Et donc ces institutions créent la pensée dominante, mettent l'avenir du travail, the future of work, au centre de leurs préoccupations. Et donc elles expliquent les effets de ce qu'ils appellent la 4e révolution industrielle. Tout comme les médias, les politiques, tous apparemment sont d'accord pour dire que l'emploi ou le travail sont appelés à se raréfier, voire même à disparaître. Les smartphones, les algorithmes, les robots intelligents, tout cela, ça menacerait des millions d'emplois. Ils ont même leur économètre favori qui a pu justifier cela de manière mathématique, hein, avec la publication en 2013 du fameux modèle de Osborne et Frey qui prévoit la disparition de 47% des emplois à moyen terme. Donc un chômage technologique durable qui s'installerait. Mais voilà, je vous présente donc Cédric Leterme, docteur en sciences politiques et sociales, chargé d'études au CETRI et au GRESEA depuis peu. Donc c'est aujourd'hui le lancement de son dernier ouvrage. C'est grâce à cet ouvrage que cette soirée a lieu, puisque tu vas nous présenter dans un instant les grandes lignes de ton livre, en montrant en quoi le déterminisme technologique donc, qui tourne autour de l'avenir du travail et que je viens d'évoquer, finalement est vraiment problématique du point de vue des travailleurs et des travailleuses en général, mais surtout des travailleurs et des travailleuses du Sud. En particulier. Et donc après cela, nous aurons le plaisir d'avoir la discussion de cet ouvrage par Antonio Casilli. Tu es sociologue, enseignant-chercheur à l'Institut Polytechnique de Paris. Donc depuis 2017, tu animes le séminaire Étudier les cultures du numérique de l'EHESS. Et donc tu as mené plusieurs terrains d'enquête internationaux aux États-Unis, en Chine, au Brésil, etc. Et surtout, tu es l'auteur d'une étude très remarquée sur les dessous de l'automatisation, donc un ouvrage qui est sorti en janvier 2019, En attendant les robots, enquête sur le travail du clic. Et tu étais donc le discutant idéal pour l'ouvrage de Cédric. Mais voilà, j'ai déjà beaucoup trop parlé. À toi, la parole. Merci à Antonio d'avoir accepté effectivement de discuter le livre, parce que de fait c'était le discutant idéal. Je me suis beaucoup, déjà j'ai énormément apprécié ton ouvrage, et en plus je me suis beaucoup appuyé dessus pour une partie du bouquin. Peut-être simplement pour situer un peu la genèse du livre, pourquoi ce livre-là maintenant. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu dans la presse, mais c'est ouvert il y a une semaine à Genève la conférence internationale du travail de l'OIT. Donc c'est l'Assemblée générale annuelle de l'Organisation internationale du travail, qui est donc une institution spécialisée de l'ONU sur les questions liées au travail, qui est une institution un peu particulière parce qu'elle réunit les gouvernements, mais aussi les syndicats et les employeurs de ses États membres. D'accord ? Et donc chaque année se réunissent tous ces gens-là à Genève. Et cette année, c'est un peu particulier puisqu'elle fête ses 100 ans d'existence. Parce que l'OIT, en fait, a été créée au lendemain de la Première Guerre mondiale. Donc en fait, elle prédate l'ONU. Hein. C'est la seule qui a échappé à l'échec de l'ancêtre de l'ONU, qui était la Société des Nations, qui a survécu à la Seconde Guerre mondiale. Et donc elle existe toujours. Donc elle fête ses 100 ans d'existence cette année. Et donc ils ont rebaptisé cette année la conférence internationale du travail, la conférence du centenaire. Et ils doivent adopter, normalement, si tout va bien, à la fin de cette conférence, une déclaration du centenaire, d'accord, pour l'avenir du travail. Et donc, pourquoi je vous explique tout ça? Parce qu'en fait, ça a été le point de départ de mon intérêt pour cette thématique, puisque en 2012, l'OIT s'est doté d'un nouveau directeur général, dont une des tâches était justement de préparer ce centenaire. Et donc, parmi les différentes initiatives qu'il a lancées, il a lancé une initiative sur l'avenir du travail, hein, Future of Work, qu'il a lancé à l'époque. Donc, en 2013, il a émis l'idée. En 2015, ils ont lancé officiellement ce truc. Et donc, l'idée, du point de vue de l'OIT, c'était de faire une espèce d'état des lieux, d'états généraux mondiaux du travail, pour voir où on en est au niveau du travail à l'échelle mondiale aujourd'hui,
et essayer de voir si les outils que l'OIT est censé mettre en œuvre et la façon dont elle est censée réguler le travail au niveau mondial étaient toujours adaptés. Et donc, ils ont commencé par organiser des grosses discussions au sein de chaque État membre, des dialogues nationaux tripartites pour essayer de voir quels étaient les gros enjeux du travail aujourd'hui. Ensuite, ils ont mis sur pied une commission mondiale sur l'avenir du travail, réunissant 18 experts de la société civile, des employeurs, des syndicalistes, etc. Et puis là, le point d'orgue, c'est maintenant, ça a débouché sur un rapport, et là, ils sont en train de discuter donc ce rapport, parmi d'autres choses, mais un des gros points à l'ordre du jour de la conférence maintenant qui se tient, c'est la discussion de ce rapport, et c'est la volonté d'adopter une déclaration sur l'avenir du travail. Donc moi, à l'époque, en 2013, je travaillais sur l'OIT, donc ça m'intéressait déjà de voir comment cette institution cadrait le débat, comment elle organisait le débat aussi, qui était invité à s'exprimer, qui n'était pas invité à s'exprimer, de quoi on parle et de quoi on ne parle pas. C'est toujours assez intéressant dans ces cas-là de voir, c'est finalement plus intéressant de voir qui n'est pas à la table et de quoi on ne parle pas que ce dont on parle concrètement. Et c'est encore plus intéressant du point de vue des pays du Sud, puisqu'on sait que quand on suit un peu l'OIT, on sait bien qu'historiquement, c'est une institution qui a beaucoup de mal avec la réalité du travail dans les pays du Sud, puisque la réalité du travail dans les pays du Sud, c'est principalement un travail dans le secteur informel. C'est un travail qui est très peu syndicalisé, et donc l'OIT, à l'inverse, historiquement, c'est plutôt l'organisation du travail salarié, avec des représentations syndicales très classiques, liées en fait au modèle du travail dans l'industrie des pays occidentaux. Donc ça m'a intéressé de voir un petit peu comment il fonctionnait à l'époque, et mon intérêt n'a fait qu'augmenter, puisque en parallèle de cette initiative de l'OIT, on a eu effectivement, comme Anne l'a dit, de plus en plus d'organisations internationales, voire quasiment toutes en fait, qui ont commencé à parler aussi de l'avenir du travail, Future of Work. Donc c'est vraiment devenu un credo à peu près partout au niveau mondial. Alors je parle des organisations internationales, ça a été le cas aussi dans des cabinets de consultants, qui ont été parmi les premiers, Deloitte, PricewaterhouseCoopers, McKinsey, etc., ont tous sorti un rapport sur l'avenir du travail. Et effectivement, on est au début des années 2010, avec à peu près en 2013 la sortie de cet article très remarqué de Osborne et Frey, qui prédisent donc 47% des emplois aux États-Unis appelés à disparaître sous l'effet de l'automatisation. C'est aussi au même moment on commence à entendre parler d'Uber dans les médias, des menaces que Uber et Deliveroo, etc. vont poser sur le travail et sur l'emploi. Donc on est vraiment à un moment là où effectivement dans les médias il y a un discours qui commence à émerger sur tiens qu'est-ce que les nouveautés technologiques amènent comme menace sur l'emploi et sur l'emploi salarié et sur le travail au sens large. Et donc toutes ces institutions vont commencer à se doter de leur initiative, de leurs projets. Donc c'est le cas dans le forum de Davos, c'est le cas au FMI, ça a été le cas à la Banque mondiale, le G20 aussi en a fait une priorité en 2018. Donc à tel point qu'en 2017, Future of Work est une des expressions les plus recherchées sur Google. Tout le monde parle de ça et tout le monde en parle. Alors à l'OIT c'est différent parce que l'OIT, j'ai expliqué, l'idée c'était de vraiment faire une espèce d'état des lieux de la réalité du travail aujourd'hui. Donc ils ont brassé des sujets beaucoup plus larges, mais en parallèle, l'axe quasi unique de traitement de cette thématique, c'est les nouvelles technologies menacent l'emploi, menacent le travail tel qu'on le connaît, et donc il faut envisager un Future of Work pour redéfinir le droit du travail, pour redéfinir une protection sociale, pour redéfinir la façon dont on conçoit le travail dans nos sociétés. Et donc en voyant un petit peu ça, et moi j'ai commencé à travailler effectivement au CETRI en 2017, qui est donc un centre de recherche qui travaille effectivement sur la réalité des rapports Nord-Sud et qui essaye de faire écho aux mouvements sociaux des pays du Sud. Je me suis dit que ce serait intéressant d'essayer de voir comment cette thématique était reçue par les travailleurs et les travailleuses des pays du Sud. C'est-à-dire qu'on voit un débat qui est très fort centré sur la technologie. Intuitivement, on se dit que les enjeux ne doivent pas être les mêmes d'un côté et de l'autre. Et en même temps, ces institutions prétendent parler au nom du travail de manière universelle. Elles prétendent incarner un discours mondial et incarner aussi et défendre des solutions universelles et mondiales. Donc ça me paraissait important, intéressant et surtout important d'essayer de déconstruire un petit peu ce débat-là dans la façon dont il s'organise et dans les thématiques qu'il traite du point de vue des travailleurs du Sud. Et donc ça a donné effectivement ce petit bouquin qui n'est pas très long et dont l'objectif était donc d'opérer cette critique-là, mais en essayant de donner au maximum la parole aux premiers concernés. Donc c'est une des caractéristiques du travail du CETRI. C'est notamment le fondement de la collection, il y en a quelques-uns là-bas, du trimestriel de la revue qui sort donc tous les 3 mois au CETRI, qui s'appelle Alternative Sud, et qui prend à chaque fois une thématique, et qui sur cette thématique donne la parole à des auteurs, à des activistes, à des universitaires, des pays du Sud directement, pour donner à lire ce qui se dit, se pense là-bas sur les questions qui les concernent. Et donc la façon dont j'ai fonctionné, c'est à travers un maximum d'entretiens avec des syndicalistes, des universitaires, des académistes, des activistes,
du Sud, à qui j'ai demandé leurs sentiments sur ce débat, sur l'avenir du travail, sur est-ce qu'ils ont entendu parler de ce débat, quelles sont pour eux les priorités, est-ce que ça colle avec ce qui se discute dans les grandes enceintes mondiales. Et j'ai essayé aussi de me baser le plus possible sur de la bibliographie d'auteurs du Sud. Donc c'est pas, le livre prétend pas, déjà c'est pas mon point de vue sur l'avenir du travail au Sud, hein, donc j'essaie vraiment de donner la parole et de montrer aussi les débats qui existent dans les différentes régions qui composent le Sud sur ces questions-là. Et par ailleurs, ça prétend pas non plus être une contribution au débat, ça vise vraiment à opérer une critique de la façon dont ce débat est mené, à la fois sur le fond et dans la forme, d'accord ? Donc j'ai sélectionné des auteurs qui me paraissent intéressants du point de vue de la critique qu'ils amènent sur ce débat-là, mais évidemment ça ne prétend pas donner toute la réalité de ce qui se discute en termes d'avenir du travail dans les pays du Sud. Voilà, donc ça vous situe un petit peu la genèse, et donc ça donne un bouquin qui fonctionne en trois parties, que je vais rapidement passer en revue et après effectivement donner la parole à Antonio et on pourra en discuter. Donc j'ai décomposé ça en trois parties. La première, c'est vraiment essayer de voir d'où vient ce débat, comment il a émergé, quels en sont les principaux acteurs et qui en est absent. Donc j'ai toute une partie sur l'EIT, sur comment l'EIT en est venu à parler de ça, quels sont les problèmes de représentativité que pose l'EIT historiquement. Et on voit là que malgré le fait que ce soit effectivement, et pour beaucoup d'interlocuteurs, finalement la moins pire des institutions où discuter de ce sujet-là, puisqu'elle réunit, les syndicats ont une représentation officielle au sein de l'EIT, sur le même pied que les gouvernements et les employeurs. Donc quand ils votent une convention internationale du travail, par exemple, les représentants de chaque État sont des représentants des gouvernements, des syndicats et des employeurs, et ils ont tous un droit de vote équivalent. Donc les syndicats ont vraiment un poids dans le fonctionnement de l'OIT sur les décisions qui sont prises, et tous les organes qui composent et qui assurent le fonctionnement de l'OIT sont composés de manière tripartite. Donc pour beaucoup d'interlocuteurs, ils disaient oui, effectivement, c'est pas plus mal. Si il y a un lieu où doit se discuter l'avenir du travail, ça doit être l'OIT, parce que là au moins on a une voix. Avec le bémol que tout de suite j'ai expliqué, les travailleurs représentés à l'OIT sont les travailleurs syndiqués, qui exclut de fait 80 à 90% des travailleurs de la planète qui fonctionnent dans l'économie agricole, qui fonctionnent dans l'économie informelle, qui ne sont pas syndiqués. Et avec d'autres problèmes aussi liés à des sélections idéologiques au sein de l'OIT. Historiquement, c'est une institution réformiste, donc c'est les syndicats d'inspiration réformiste qui sont représentés à l'OIT et qui disposent des principaux postes clés au sein de l'organisation. Donc ça vous donne un peu une idée des biais qui peuvent émerger, ne fût-ce que dans la composition des personnes invitées au débat. Et donc ça se traduit inévitablement par des biais dans la façon dont on va traiter toute une série d'enjeux, même si, je le répète, quand on compare avec les autres organisations internationales, ce qui se discute à l'OIT est beaucoup plus large, puisqu'on y parle de changement climatique, on y parle de travail agricole aussi, on y parle évidemment de numérique, mais voilà, ils ont essayé de traiter finalement l'avenir du travail de la manière la plus large possible, mais je montre, et notamment à travers les interviews, que même avec cette volonté-là, avec cette vigilance-là qu'a essayé d'avoir l'OIT, il y a des gros problèmes de représentativité et de biais qui sont liés à la façon même dont l'organisation fonctionne. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, j'essaie de voir ce qui se passe dans les autres organisations, et là, la situation est même encore pire. Et ça, c'est pas tellement une surprise. Ce qui se discute dans l'OCDE, dans le G20, dans le FMI, etc., c'est effectivement une vision extrêmement technodéterminée de l'avenir du travail, où la seule chose qui les préoccupe, c'est la technologie avec un grand T, menace les emplois, menace le modèle de l'emploi salarié et les états sociaux qui ont historiquement été construits là-dessus. Et donc, il faut faire table rase de tout ça et adapter notre protection sociale, adapter notre droit du travail à une nouvelle réalité dictée par les nouvelles technologies, qui est une réalité du travail flexible, précaire, individualisé, etc. Donc c'est vraiment un leitmotiv qui est commun à quasi toutes ces institutions, avec des variantes. Certaines vont aller plus loin que d'autres. La Banque mondiale s'est illustrée par un rapport qui est hallucinant en termes de vision ultra-libérale du travail. Donc chaque année, la Banque mondiale sort un rapport sur le développement dans le monde. Et donc cette année, en 2019, comme tout le monde parlait de ce sujet-là, la Banque mondiale a choisi de parler de l'avenir du travail. Et même le FMI, même à l'OCDE, j'ai eu des entretiens avec des personnes de l'OCDE, étaient impressionnés de voir à quel point elle allait loin dans le délire. Il faut vraiment supprimer toute forme de régulation collective du travail et laisser tout un chacun se débrouiller sur une plateforme ou sur plusieurs plateformes a priori, vu qu'elle paye tellement pas bien. Donc voilà, il y a des petites différences, mais néanmoins, le discours qu'il y a là derrière, c'est les technologies sont là, elles ont des résultats et des conséquences univoques et homogènes, c'est pareil pour tout le monde, c'est inévitable de toute façon, et donc il faut s'y adapter.
Donc ça, c'est la première partie qui montre un petit peu les biais qui sont liés à ça. Dans la deuxième partie, j'essaye du coup d'interroger cette notion qui sous-tend en fait la plupart de ces initiatives, qui est la notion selon laquelle on serait en train de vivre une 4e révolution industrielle. C'est un terme qu'on a beaucoup entendu justement au moment de la sortie de ces différents, la sortie de cette analyse de Frey, l'émergence des plateformes, l'Internet des objets, les imprimantes 3D, etc. On nous explique que tout ça combiné ensemble peut être décrit comme une forme de 4e révolution industrielle et qui, comme toutes les autres révolutions industrielles, modifie tellement radicalement la nature du travail qu'il va falloir s'y adapter. Et donc j'ai essayé de prendre cette proposition-là et de voir quelle était sa pertinence et sa réalité du point de vue des pays du Sud. Je ne vais pas spoiler le contenu, mais il se trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, en fait, y compris du point de vue des pays du Nord. Donc c'est vraiment un slogan en fait, qui a été sorti et qui a notamment été popularisé par le dirigeant et fondateur du Forum de Davos, Klaus Schwab, qui a sorti un bouquin qui s'intitule « La 4e révolution industrielle » et qui vend derrière après les mesures qu'il faut mettre en place pour s'y adapter. Donc ça n'a pas tellement de fondement scientifique, il y a extrêmement peu de consensus parmi les experts sur le fait qu'effectivement on pourrait parler d'une 4e révolution industrielle. Donc j'ai toute une partie qui essaie de déconstruire un peu ça. Ensuite, il y a toute une partie qui essaie de déconstruire la vision technodéterminée de ces technologies, puisqu'effectivement ces technologies, elles existent. On ne va pas nier le fait qu'il y a des évolutions technologiques assez fondamentales, assez importantes, qui ont des conséquences importantes sur le travail, y compris au Sud, même si ce n'est pas aussi massif qu'ici, et les conséquences ne sont pas les mêmes. Et donc l'idée c'était de voir, mais tiens, s'il y a des conséquences, quelles sont-elles et est-ce qu'elles sont univoques et homogènes au nord comme au sud? Et de nouveau la réponse est non. Et donc il y a toute une série de témoignages qui essaient de montrer quelles sont les problématiques et les défis que ce type d'évolution pose pour la réalité du travail dans les pays du Sud. Donc tout ça est développé effectivement dans le bouquin. Pour donner un exemple, on parle souvent des plateformes et de la menace que ces plateformes font peser sur l'emploi salarié ici au nord. Donc on craint le fait qu'elles informalisent beaucoup le travail. Le défi est évidemment pas du tout le même dans des sociétés où 80-90% des personnes travaillent déjà dans le secteur informel, ne disposent pas d'un emploi salarié. Et parfois, dans ces situations-là, les plateformes ont en fait l'effet inverse, c'est-à-dire qu'elles formalisent relativement le travail. C'est-à-dire qu'elles créent un collectif de travail autour de la plateforme, elles permettent éventuellement à l'État de pouvoir donner un semblant de minimum de protection sociale, parce qu'au moins ils ont une façon de joindre les gens. Donc les défis ne sont pas du tout les mêmes, d'accord ? Donc voilà, j'essaie de montrer un petit peu ça. Ensuite, la dernière partie de ce deuxième chapitre qui porte vraiment sur la question donc de cette 4e révolution industrielle, et c'est là que je rejoins beaucoup ce que Antonio a réalisé comme enquête et comme travail, ça essaie de montrer ce que cache en fait ce discours-là. Pourquoi est-ce qu'on nous parle de ça dans ces termes-là, et qu'est-ce que ce discours-là masque comme réalité d'évolution du travail? Et donc là, il y a différents éléments qui sont amenés. Un des premiers, qui est notamment la thèse défendue par Antonio, c'est le fait de dire que ces nouvelles technologies, et notamment l'automatisation sur laquelle elles reposent, ne conduit pas à une disparition du travail, elle conduit à un déplacement et une invisibilisation croissante du travail, à travers le développement de micro-tâches, à travers le développement de travail gratuit qui n'est pas rémunéré, à travers tout un spectre de ce qu'Antonio appelle le digital labor, Antonio et d'autres d'ailleurs. Donc ça, c'est un aspect assez important. Si on parle d'avenir du travail et des conséquences de la technologie, là, il y a quelque chose à discuter qui n'est pas discuté dans ces enceintes-là, ou en tout cas pas dans ces termes-là. Un autre aspect, c'est toute l'infrastructure matérielle qui sous-tend l'économie numérique. Et si on doit parler d'avenir du travail dans le cadre du numérique du point de vue des pays du Sud, il est probablement beaucoup plus intéressant de partir non pas des robots, mais de partir de comment on fabrique les outils qui servent au numérique. Et là, il y a un vrai impact sur ces pays-là, sur ces populations-là, en termes d'extraction de minéraux, en termes d'assemblage aussi. On sait bien que c'est une grosse majorité de ce qui est assemblé en termes d'outils technologiques l'est par exemple dans les usines de Foxconn en Taïwan, avec des conditions de travail désastreuses. Donc là, il y a un vrai enjeu de travail, et l'avenir du travail, c'est aussi ça, quand on parle du numérique. C'est aussi le recyclage de tout ce qui est généré comme déchets, qui est réenvoyé dans ces pays-là. Donc l'avenir du travail, c'est aussi les enfants au Laos, c'est une citation d'une personne dans le bouquin qui dit un gamin qui doit recycler un smartphone à la main, c'est aussi ça l'avenir du travail dans le cadre de cette soi-disant 4e révolution industrielle. Or, ça n'est pas abordé dans les discussions, puisqu'on nous présente toujours la technologie comme chose déterrée, qui est hors sol. Or, ça a une base matérielle très concrète. Et le dernier élément qui est masqué, qui est assez important, et qui est pour le coup une vraie nouveauté, c'est l'émergence de l'économie des données.
on voit aujourd'hui que les principales multinationales en termes de capitalisation sont des multinationales numériques dont la richesse provient principalement, pas uniquement évidemment, mais de l'extraction, de la captation et d'utilisation de données qui sont des données générées par des comportements privés ou par des comportements sociaux. Elle se les approprie sans payer quoi que ce soit là-dessus, hein, comme si c'était une ressource qui était là, dont elle pouvait disposer comme n'importe quelle autre ressource. Elle profite d'un flou juridique de ce point de vue-là. Il n'est pas du tout clair que c'est leur propriété, il n'est pas du tout clair qu'elles ont le droit de s'approprier ces données-là comme ça. Et ça a des conséquences énormes puisque ça crée en fait des monopoles sectoriels extrêmement influents qui reposent en partie sur du travail non payé. On revient de nouveau sur la thèse d'Antonio. Travail non payé qui s'inscrit dans une nouvelle division internationale du travail, hein, avec des rapports nord-sud de nouveau assez inégaux du point de vue de ce travail qui n'est pas payé, de ce micro-travail aussi qui se réalise sur des plateformes, où Antonio montrait qu'il y avait plus de demandes pour ce travail-là dans les pays du Nord et plus d'offres dans les pays du Sud, qui doivent en outre du coup s'adapter aux horaires, hein, c'est-à-dire qu'ils savent bien que les offres vont arriver au moment où les Américains se réveillent, et donc eux doivent travailler la nuit sur ces petites plateformes qui les payent un cent de l'heure. Enfin, voilà. Donc ça génère toute une nouvelle architecture du travail au niveau mondial qui est rarement discutée. Et le pire, c'est que la plupart des acteurs, donc si on prend le forum de Davos par exemple, qui est vraiment un acteur qui investit beaucoup dans ce débat sur l'avenir du travail. Ils ont sorti énormément de rapports. Chaque année, ils ramènent le débat sur la table, en expliquant que c'est très important de s'en occuper, que ça pose des gros défis en matière d'inégalité, etc. Or, au même moment, le Forum de Davos est l'instance qui lutte le plus pour essayer d'ancrer la réalité d'une économie numérique dérégulée. Donc, ils sont en train de pousser à Davos pour faire adopter des nouveaux traités commerciaux qui actent le principe de libre circulation des données à travers les frontières, qui empêchent les États d'exiger qu'il y ait une localisation dans le pays concerné des données là où elles sont générées. Donc là, il y a toute une lutte qui est en train de se mener au niveau mondial. Donc c'est en marge du forum de Davos en janvier dernier que 70 États ont annoncé leur volonté d'essayer de mettre en place un traité de libre-échange sur l'économie numérique dans le cadre de l'OMC. Et donc au même moment où ils se prétendent être attentifs à la réalité, à l'avenir du travail, etc., en versant des larmes sur la situation et les défis que ça pose pour les travailleurs, en coulisses, ils œuvrent avec les plus grosses multinationales du secteur à essayer d'ancrer la réalité d'une économie numérique dérégulée. Donc on voit là quel est le rôle fonctionnel finalement de ce débat sur l'avenir du travail qui sert de paravent aux véritables questions et aux véritables enjeux sur lesquels on peut avoir une prise. Parce que tout le discours aussi consiste à dire on ne sait pas ce qui va se passer, tout ça est en dehors de notre volonté, ce qu'on sait c'est que la technologie va nous affecter et donc il faut s'y préparer. Donc il y a vraiment cette espèce de discours qui lie à la fois le côté imprévisible et la nécessité de s'adapter à cette nouvelle réalité. Et ça rappelle assez fort le discours sur la mondialisation qui est un peu passé, on n'entend plus trop maintenant, mais dans les années 90, il y a eu beaucoup de bouquins qui ont visé à déconstruire ce discours-là sur la mondialisation, c'était la même chose. Si on nous présentait ça comme quelque chose de naturel, qui venait d'on ne sait où, auquel il fallait absolument s'adapter parce qu'il n'y avait pas le choix. Et maintenant, ce discours-là, il est repris par le discours sur la révolution numérique, sur l'avenir du travail. Alors il y a peut-être un lien de cause à effet avec le fait que... D'accord. Avec le fait que la mondialisation a un peu du plomb dans l'aile, hein, donc est-ce que c'est pas finalement une sorte d'équivalent fonctionnel à ce discours-là, ce nouveau discours sur la révolution numérique? En tout cas, les conséquences qui sont inférées de ce constat-là au niveau du travail sont étrangement similaires. Hein, c'est-à-dire c'est toujours pareil. On ne peut plus se permettre les protections qu'on se permettait avant, donc il faut imaginer autre chose. On est vraiment dans un discours là, pour le coup, qui n'est pas très neuf et qui prétend incarner l'avenir. Je me dépêche parce qu'il me reste 5 minutes. La dernière partie, j'y viens. Voilà, dans la dernière partie, le but c'était en fait de voir, tiens, s'il fallait absolument parler de l'avenir du travail du point de vue des pays du Sud, quelles seraient les priorités mises en avant, puisque la plupart de mes interlocuteurs, et de nouveau j'en ai interviewé, forcément pas tous, mais quand même une bonne quinzaine, et lu pas mal de choses, il n'y en a aucun qui me citait les nouvelles technologies comme un enjeu vraiment prioritaire pour l'avenir du travail, en tout cas pas à court terme. Donc j'ai essayé de voir, tiens, c'est quoi alors la réalité du travail et les défis que suscite l'avenir du travail pour ces pays-là. Et donc j'en ai induit 3 grands sous-chapitres que j'ai aussi choisis parce qu'ils étaient très peu représentés dans le débat dominant. Donc d'une part, c'est quel est l'avenir du modèle de développement. La plupart me disaient, pour penser à l'avenir du travail, il faut penser à l'avenir tout court, en fait, c'est-à-dire à essayer de générer une façon de pouvoir se reproduire en tant que société, en sachant très bien que le modèle actuel d'insertion dans la mondialisation, de développement basé sur les exportations, etc., n'est pas soutenable,
L'éco-numérique l'est encore moins. Romain pourra en parler longuement sur le fait que les ressources nécessaires au fonctionnement de l'économie numérique sont limitées. Et donc, imaginer un avenir du travail en pensant que la façon dont on utilise les technologies, on les produit à l'heure actuelle, va pouvoir se pérenniser ne fût-ce que 10 ans, ça paraît un peu illusoire. Et donc, une des grosses questions, c'est par quoi remplacer ce modèle. Alors, j'ai appelé ça modèle de développement. Il y a beaucoup d'auteurs que je cite qui critiquent la notion même de développement en disant que c'est déjà une notion qui est occidentalocentrée. Donc ça, c'est un premier enjeu qui est assez important. Le deuxième enjeu qui est très important, c'est la question de la migration, qui est très peu abordée sous l'angle du travail. On parle énormément de migration, on parle très peu de migration comme un fait de travail et de travailleurs et de travailleuses. Or, la plupart des personnes qui interviennent nous expliquent que c'est aussi et souvent d'abord et avant tout une question de travail. Les raisons pour lesquelles on migre et la situation dans laquelle on se retrouve une fois qu'on a migré. Et donc il y a un slogan qui est repris là qui dit que les droits des migrants sont des droits de travailleurs et doivent être aussi des droits de travailleurs. Et donc il y a tout un développement là-dessus sur les enjeux que ça pose, notamment du point de vue des femmes avec l'émergence de chaînes de travail de care globalisées qui ne peuvent pas être automatisées, qui a un développement là pour le coup, on sait bien qu'il va y avoir de plus en plus de travail de cet ordre-là, en tout cas si on continue sur cette base-ci. Donc ça aussi, ça met un petit peu en porte-à-faux le discours sur la disparition du travail, l'automatisation, etc. Là, il y a une réalité, au contraire, d'un travail qui explose et qui devrait être pris à bras-le-corps. Et le tout dernier point, c'est sur l'organisation des travailleurs. Ça paraissait assez important de revenir là-dessus, d'autant plus que, je l'ai dit, c'est un discours qui est très technodéterminé, dans lequel les personnes, quand elles sont mentionnées, sont au mieux mentionnées comme des acteurs passifs, qui subissent un peu les changements. Or, s'il doit y avoir un avenir du travail, normalement, il sera façonné, idéalement, par les travailleurs eux-mêmes, par la façon dont ils vont s'organiser. Et quand cet aspect-là est évoqué, c'est souvent de nouveau pour dire que la façon dont les travailleurs se sont organisés jusqu'ici est obsolète. C'est-à-dire les syndicats, la forme d'action collective, la grève, etc. Ça représente une vieille réalité du travail industriel et ça n'a plus lieu d'être face à une nouvelle réalité du travail qui est le travail précaire, le travail fragmenté, le travail isolé. Donc il ne s'agit pas de dire que ce n'est pas vrai, mais j'amène, en tout cas les auteurs que j'ai interviewés et que j'ai interrogés là-dessus, amènent quand même toute une série de très grosses nuances en disant que du point de vue du Sud, au contraire, le travail industriel il explose. Donc si on prend la réalité du travail à l'échelle mondiale, la classe ouvrière dans son acceptation la plus traditionnelle, elle est plus nombreuse que jamais en fait. Que quand on évoque aussi une nouvelle réalité du travail précaire à laquelle il faudrait s'adapter, c'est méconnaître toute l'histoire du travail dans les pays du Sud qui est caractérisée depuis quasiment toujours par du travail précaire. Donc ils ne sont pas, eux, en train d'essayer de faire face à une disparition de modalités d'organisation, etc., qui ont existé dans un âge d'or de l'Occident qui n'a jamais existé là-bas. Et donc, plutôt que de voir les pays du Sud comme essayant de courir après derrière un modèle d'organisation des travailleurs qui a eu cours en Occident mais qui ne peut plus avoir cours, il y a toute une série d'auteurs qui disent au contraire il faut regarder ce qui s'est fait dans les pays du Sud pour essayer d'organiser les travailleurs précaires depuis des décennies avec énormément de difficultés mais avec beaucoup de succès aussi, et pourquoi pas s'inspirer de ces initiatives-là pour penser à un avenir du travail qui repose un peu sur des traditions qui existent bel et bien, donc il ne faut pas tout réinventer non plus. Voilà, ça vous situe, je vais m'arrêter là, en gros l'architecture du bouquin et quelques-uns des éléments qui sont abordés dedans, et je vous remercie pour votre attention. J'ai déjà vu quelques yeux s'éclairaient là sur tes pistes de réflexion. Je connais ces personnes qui s'intéressent à la fois au développement, à la migration, à l'organisation, etc. Donc en attendant... En attendant les robots, je commence à... Voilà, en attendant les robots... Donc un robot discuter. Voilà, à toi, Antonio. Merci Anne, merci Cédric, et merci surtout au CETRI et au GRESEA pour cette invitation. C'est laïque, enfin toutes les associations qui ont été déjà citées, c'est trop long. Donc mon rôle, c'est non pas d'apporter des éléments complémentaires, mais à la limite de pousser la réflexion que Cédric entame dans ce livre pour, à la limite, jouer le jeu des méchants qui sont bien listés au début de l'ouvrage. Donc Cédric l'a déjà raconté, il y a une parse d'instruence de la première partie du livre, c'est la partie critique, c'est la partie dans laquelle vraiment il s'efforce de
déconstruire, voire de décortiquer le discours de l'OIT, de FMI, de la Banque mondiale, du Forum de Davos. Certainement, c'est le Forum de Davos, à mon avis, qui gagne le prix du pire au niveau de son discours outrancier, surtout dans un rapport qui s'appelle The Future of Jobs, qui a été publié en 2016. Et c'est une manière de commencer effectivement à réfléchir aux bases même théoriques et opérationnelles de ce discours de l'avenir du travail. Parce que je le répète, le sous-titre, qui est peut-être, comme souvent c'est le cas, beaucoup plus parlant que le titre même, est critique de la 4e révolution industrielle. Derrière l'idée de avenir du travail, il y a une idée effectivement de pousser à l'extrême la prophétie qui était la prophétie même de la première révolution industrielle, c'est-à-dire d'articuler innovation technologique et travail humain pour minimiser le second, et pour maximiser la première, afin évidemment d'obtenir un taux de profit beaucoup plus important, et en compressant, voire en réduisant jusqu'à l'annuler complètement, effectivement, la partie des salaires. Et donc, ce n'est pas surprenant de voir que cette même idée, on la retrouve dans la 4e révolution industrielle, laquelle, pour être un peu plus précis, est celle de l'innovation communicante et intelligente. Alors, pour faire court, la première révolution industrielle était celle des machines à vapeur. Ensuite, c'est celle qui est arrivée avec l'électricité et la chimie. La 3e était celle, évidemment, de l'électronique connectée. Et la 4e, c'est celle de l'électronique connectée qui, en plus, est communicante et qui est apprenante. Donc l'idée derrière la 4e révolution industrielle et même l'épée de Damoclès qui est suspendue sur la tête des travailleurs est celle de l'intelligence artificielle. Laquelle intelligence artificielle est souvent décrite comme non pas le rêve de l'intelligence artificielle du siècle passé, donc des pionniers de la discipline intelligence artificielle, donc ceux que dans les années 50 et 60 s'étaient vraiment efforcés de simuler les processus cognitifs humains, mais on a remplacé ce grand rêve de l'intelligence artificielle de cette époque-là par quelque chose qui est beaucoup plus simple à articuler avec des processus assez rapides et qui sont aussi des processus économiques et des modèles d'affaires qui se passent allègrement du travail salarié. Donc on a remplacé par ce qu'on appelle le machine learning, l'apprentissage automatique. Et en quoi consiste l'apprentissage automatique? Consiste à avoir suffisamment de données pour enseigner aux machines à faire ce qu'elles promettent de faire. Et si vous frottez suffisamment de données sur n'importe quel métier, n'importe quel processus d'affaires, n'importe quel phénomène social et économique, vous allez tôt ou tard voir émerger des régularités statistiques et vous pourriez dire que votre modèle mathématique marche très bien. Donc c'est une très bonne nouvelle pour les informaticiens. Normalement, c'est une mauvaise nouvelle pour les travailleurs parce qu'on se sert de ces exploits qui sont largement basés sur la présence des data et non pas sur la finesse des modèles, je vous rassure. Et donc on se sert de ça pour dire, voilà, on peut se passer de X 1000 salariés pour telle entreprise. Alors, très vite, on se rend compte que c'est un prétexte, et Cédric après l'illustre très bien à longueur d'ouvrage, à longueur de chapitre, que derrière cette idée de l'avenir du travail façonnée par cette innovation technologique, il y a l'assouplissement des garanties salariales, il y a évidemment une perte de vitesse de tout un ensemble de mouvements qui sont liés traditionnellement à effectivement à la mise en place de revendications. Il y a évidemment l'invisibilisation, parce que toi-même tu t'en sers largement, des masses ouvrières du sud du monde, et en plus de masses ouvrières qui non seulement se sudifient, je pense que c'est ça le terme, même si c'est un peu complexe même à prononcer pour moi, mais qui en plus se féminisent. Donc les nouveaux ouvriers, en fait, c'est des ouvrières. Et donc voilà,
que pour arriver à ce scénario dystopique, de quoi a-t-on besoin? De quoi a besoin le Forum de Davos pour mettre en place ce vaste programme de flexibilisation du travail, d'invisibilisation d'une partie du travail, de dévalorisation ou invalorisation, dirait Rosenblatt, d'une partie du travail? Il le cite dans ce rapport Future of Jobs de 2016. Il y a un ensemble de technologies qui étaient à la mode en 2016. Parce qu'en plus ça va très vite. Il y a des vagues technologiques, donc on parlait de mobile, de technologies mobiles, on parlait de l'Internet des objets, donc c'est pas l'OIT mais l'IoT, Internet of Things, qui était très à la mode en 2016. On parlait de plateformes numériques, on parlait d'intelligence artificielle, de robotique, on parlait aussi, et ça c'est presque exotique, à 3 ans de distance, d'imprimante 3D. Là, personne n'en parle plus. Je suis surpris de ne pas avoir vu de la blockchain. Ça, c'était aussi très à la mode il y a quelques années. Alors, pourquoi j'insiste sur ces effets de mode? Parce qu'évidemment, j'enseigne dans des écoles d'ingénieurs et je suis sensible au fait que chaque année, mes étudiants se renouvellent, évidemment, et chaque année, ils sortent un nouveau mot-clé ou une nouvelle notion qui, à leur avis, va changer entièrement le monde du travail. La promesse derrière, pour eux, pour ces étudiants, parfois même idéalistes et même pas toujours de droite extrême, c'est l'idée selon laquelle, effectivement, ces technologies sont aussi porteuses d'une promesse de libérer le travail et de nous libérer du travail, ou du moins de la partie la plus pénible du travail. Et alors, de ce point de vue-là, c'est presque surprenant de voir comment, par exemple, le discours des informaticiens et des ingénieurs d'aujourd'hui s'articule parfois avec le discours de certains penseurs utopistes du siècle passé. Si je pense par exemple à ce qu'écrivait H.G. Wells, donc l'écrivain de science-fiction de la guerre des mondes, au début du XXe siècle, en 1905, donc il avait commis un ouvrage qui s'appelait, attendez que je retrouve exactement la référence, qui s'appelait A Movement for Utopia, et il disait tout simplement, voilà, on a des technologies qui aujourd'hui nous permettent de nous passer de la partie la plus terrible du travail, voilà, et donc à la limite de la subordination, à la limite effectivement du travail dangereux, et donc effectivement on peut, grâce à ces technologies, envisager une classe ouvrière qui ne serait pas une classe ouvrière dépourvue de volonté, exclusivement passive. Donc à la limite, ces technologies pouvaient devenir au début du XXe siècle une occasion de, comme on dirait aujourd'hui, de empowerment, donc de mise en capacité, de capacitation des masses ouvrières de l'époque. Et alors vous aurez aussi deviné de mon accent que je ne suis pas vraiment parisien, et que donc je suis encore extrêmement sensible à une mouvance politique extrêmement controversée italienne qu'on appelle le post-opéraïsme, qui s'est développé dans les années 70, et le post-opéraïsme aussi était porteur de cette même idée, à la limite il le poussait à l'extrême de manière très antagoniste. Il disait il faut refuser le travail au nom de l'automation. Parce qu'aujourd'hui, on a des technologies qui permettent aux prolétaires d'aujourd'hui, justement, de se passer de ce travail. À la limite, l'idée de base, c'était « je veux la pleine automation ». Je veux la pleine automation, justement, pour ne plus avoir à bosser. Alors, la question qui devient presque surprenante et qui est, à mon sens, le scandale, la pierre du scandale, qui est la base de l'ouvrage de Cédric Leterme, est qu'en 2013, ce discours, qui au début était un discours utopiste, socialiste au début du XXe siècle et anarcho-communiste dans la deuxième partie du XXe siècle, a été récupéré par la droite. A été récupéré par, même si l'OIT c'est beaucoup plus complexe au niveau de couleurs politiques et d'éventails politiques représentés, c'est clair que le Forum de Davos ne se cache pas. Alors, de ce point de vue-là, à quel moment, voilà, donc cette idée même d'un chômage technologique envisagé même comme une opportunité pour les masses ouvrières, est devenue de droite. Et ça, à mon sens, est quelque chose qui vraiment a à faire non seulement avec le discours d'accompagnement que Cédric dénonce, mais aussi évidemment avec l'essor de ces technologies que je viens de lister, donc les plateformes, l'Internet mobile, l'intelligence artificielle, la robotique mobile, et ainsi de suite. Et alors, en particulier, il y a quelque chose que Cédric souligne bien, que ces technologies ne se limitent pas à flexibiliser le travail ou à exclure l'horizon salarial comme un horizon envisageable pour les nouveaux travailleurs qui commencent aujourd'hui, qui se penchent aujourd'hui, qui accèdent aujourd'hui au marché du travail, mais qui en plus transforment les travailleurs en entrepreneurs.
La base est que tous entrepreneurs, tous doivent devenir, bon, auto-entrepreneurs, on dirait en France, self-employed, on dirait dans le contexte anglophone, et dans d'autres contextes, par exemple en Amérique du Sud et du Centre, on dirait cuentapropistas. Donc c'est des gens qui sont eux-mêmes leurs propres patrons, mais qui en même temps doivent adopter les réflexes et la philosophie et la culture même du patronat. Alors, c'est quelque chose qui les met quand même à l'écart, ou alors qui les différencie de l'entrepreneur classique, même de l'entrepreneur créatif et destructeur de Schumpeter, et qu'ils sont dans une situation de précarité. Alors, il y a un terme très beau, une notion très belle développée par un designer et un théoricien qui s'appelle Silvio Rosso, qui est la notion d'entreprécariat. Donc, on est entrepreneur, mais on est aussi des précaires dans cette situation. Et ça, c'est quelque chose qui, par exemple, s'accorde très bien avec la situation, évidemment, des livreurs express de Deliveroo, ou à l'époque de Take It Easy, avec les chauffeurs Uber, bref, de la partie émergée du travail des plateformes qu'on voit autant dans les pays du Nord que dans les pays du Sud, parce que soyons clairs, il y en a aussi en Afrique du Sud, il y en a dans les pays émergents comme l'Inde, la Chine, etc. Et on en a aussi en Thaïlande, aux Philippines, en Indonésie, en Malaisie, et ainsi de suite. Donc cette économie existe, cette économie des plateformes existe et elle a un impact, même si les effectifs ne sont pas encore, disons, majoritaires, hein, il n'y a pas des milliards de personnes qui travaillent sur ces plateformes. En même temps, elles représentent effectivement un horizon dystopique pour le travail et un horizon dystopique de cet avenir du travail. Alors, par contre, voilà, l'effort que je fais, et je suis ravi de voir qu'effectivement Cédric a non seulement saisi, mais a bien voulu commenter et ajouter du sien à ce que je raconte dans ce livre qui s'appelle « En attendant les robots », c'est de dire, bon, écoutez, ce qu'on voit dans nos rues, ce qu'on voit sur roue, c'est-à-dire qu'on voit circuler en vélo ou en voiture, eh ben, ce n'est que la partie ostensible, visible du véritable travail. Le nerf de la guerre est ailleurs. Le chauffeur Uber n'est pas un véritable chauffeur, c'est un producteur de données. La plupart de son temps ne se passe pas derrière le volant, se passe sur son application mobile, en train de cliquer et d'entraîner des algos. Entraîner des algos veut dire qu'il améliore et calibre les algos, comme par exemple le GPS, ou par exemple l'algo même qui l'apparie avec la personne qui est disposée à payer davantage pour aller de l'endroit A à l'endroit B. Donc, un chauffeur Uber est un producteur de données comme les autres, et la question est qu'il y a énormément de production de données, et que cette production de données irrigue aujourd'hui l'économie actuelle, et qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe, même ce qui risque de se passer en termes d'avenir du travail, si on ne comprend pas cette économie de données et le travail nécessaire pour faire cette donnée-là. Parce que, et ça c'est l'autre grand mensonge des puissants de la Terre, c'est le fait de nous faire croire que ces données sont données, c'est-à-dire qu'elles existent dans la nature, pour ainsi dire, ou à la limite qu'elles surgissent de manière automatique parce que quelque part on a trouvé une manière de nous tracer. Ce n'est pas du traçage, c'est de la production active. Il faut un geste productif. Il faut que quelqu'un, sur un appareil mobile, sur un écran, sur une souris, sur un autre dispositif qui peut être aussi de nature industrielle, par exemple des robots mobiles industriels, cliquent et produisent de la donnée. Et la production de données est effectivement ce qui permet aujourd'hui l'existence même des intelligences artificielles. Les intelligences artificielles, qui sont en gros je vous disais l'épée de Damoclès sur ce travail-là, ces intelligences artificielles sont produites grâce au travail invisible de personnes qui produisent des données. Parfois c'est vous et moi, parfois sur des plateformes comme Google, quand par exemple vous vous trouvez face à un reCAPTCHA, donc voilà, par exemple, il vous dit, pour montrer que vous n'êtes pas un robot, il faut retranscrire un petit mot ou apparier des photos de chatons avec d'autres chatons. Alors ça sert à quoi? Évidemment, oui, bien sûr, c'est pour montrer que vous n'êtes pas un robot. Pourquoi? Parce qu'un robot, c'est-à-dire une intelligence artificielle, c'est déjà essayé et elle s'est plantée. Et donc, vous êtes en train d'enseigner au robot à faire ce qu'il n'était pas capable de faire. Il n'était pas capable de reconnaître le chaton, et maintenant, grâce à vos exemples, il est capable de le faire. Enfin, on espère.
Et dans d'autres cas, par contre, ce n'est pas des chatons, mais ils vous disent identifier des clous ou des passages piétons ou des voitures ou des personnes ou des panneaux de signalisation. Et ça sert à quoi? Normalement à entraîner des véhicules soi-disant autonomes. La question est, j'insiste beaucoup sur le fait que soi-disant automatique, soi-disant autonome, soi-disant sans chauffeur, parce qu'en réalité, si, comme je le fais depuis des années, on étudie la cuisine interne des intelligences artificielles, on se rend compte qu'elles ne sont pas vraiment artificielles, que la plupart de ces intelligences sont faites à la main et parfois en temps réel. On a besoin de personnes qui, en temps réel, s'occupent, par exemple, de vérifier que sais-je, le véhicule autonome de Uber soit capable de reconnaître un arbre par exemple, un passage piéton pour qu'il ne fonce pas sur l'arbre. Et donc, où est-ce qu'on trouve des personnes qui sont prêtes à faire ce travail ingrat d'entraînement des algos et de enseignement des intelligences artificielles? Je vous disais, parfois c'est nous. Mais parfois, la petite combine de convaincre les autres que c'est du fun, c'est de la consommation, c'est de la sociabilité ne marche pas. Et donc, il faut payer des personnes. Il faut payer des personnes pour entraîner ces données. Mais les payer, évidemment, le minimum possible. Alors, le minimum possible, parfois, c'est impossible. Parce que dans les pays du Nord, et là, on revient au cœur de l'argumentaire du livre de Cédric, dans les pays du Nord, on a encore un ensemble de conquis sociaux qui, malgré les Zero Hours Contract au Royaume-Uni, ou par exemple les contrats de parasubordination en Espagne, en Italie, en Allemagne, etc., nous assurent, encadrent notre activité. Alors que dans certains contextes, c'est beaucoup plus simple de payer les gens à la pièce et de les licencier à la fin. Licencier, c'est presque ridicule parce qu'ils ne sont jamais embauchés, quand ils ont terminé le travail d'entraînement. Et donc ce travail d'entraînement dure par exemple 1 minute. Pendant 1 minute, que sais-je, vous labellisez des images pour qu'une intelligence artificielle soit capable de reconnaître ensuite, comme vous faites sur Instagram, vous marquez, que sais-je, soleil, vacances, etc. Vous taguez les images sont étiquetées, l'algo d'Instagram est capable ensuite de vous sortir toutes les images qui sont soleil, vacances, etc. Et la même chose arrive pour les véhicules autonomes, pour les robots mobiles industriels, pour les algos de décision d'investissement financier. Donc il faut que quelqu'un les entraîne. Et ces quelqu'un, c'est des personnes qui sont recrutées, figurez-vous, dans des pays comme, selon des enquêtes récentes, l'Inde, l'Indonésie, la Malaisie, le Pakistan, le Bangladesh, et je vous parle seulement des plateformes américaines. Si on parle de plateformes francophones, là on se tourne très très vite vers des pays comme Madagascar, Côte d'Ivoire, Tunisie, Sénégal et ainsi de suite. Alors, comment envisager cette véritable redistribution ou nouvelle division internationale du travail? Alors, certains, effectivement, l'envisagent comme une forme de colonialisme. Et Cédric, en effet, à un certain moment, débat cette notion, la prend au sérieux dans son livre, et en même temps, je crois avoir bien lu, effectivement, tu dis à un certain moment, et sur ça on est complètement d'accord, c'est pas comme de la colonisation qu'il faut l'envisager, mais plutôt comme de la migration. Réinscrire ce travail précarisé, numérisé, digitalisé, et ainsi de suite, dans un contexte de migration. Alors, pourquoi? Parce d'une part, il faut reconnaître qu'effectivement, les choses les plus intéressantes au niveau du présent du travail, non pas de son avenir, se passent autour des flux migratoires, parfois empêchés, contrariés, réprimés, mais quand même qui constituent un réservoir et une puissance, une force de travail, au sens même de force sociale liée au travail. Et c'est pour ça, effectivement, que Cédric nous invite à repenser l'avenir du travail dans les migrations. Et moi, j'ai envie de dire, pour pousser la réflexion encore plus loin, il faut repenser l'avenir du travail en tant que migration. Parce que quand on regarde ce qui se passe sur les plateformes numériques qui vous permettent, à partir de l'Allemagne ou du Royaume-Uni, d'aller recruter pendant 3 minutes une personne aux Philippines et de le payer 0,0001 centime, c'est pas une blague, c'est vraiment le tarif qu'on peut pratiquer dans des pays comme les Philippines, et effectivement, est-ce que cela
enfin, à mon avis, cela peut être envisagé comme une forme de migration virtuelle, une migration sur place, une migration qui n'a même plus besoin, effectivement, de faire migrer les travailleurs. Donc on les met au travail tout en les excluant des avantages possibles, mais aussi effectivement de certains des risques qui sont associés aux migrations. Et ceci s'inscrit évidemment dans un contexte de répression des flux migratoires, surtout dans des pays comme l'Europe. J'en viens à ma dernière, ou à ma conclusion, et certainement parmi les pistes que Cédric énonce à la fin de son ouvrage, qui, par exemple, porte sur la mise en place de dynamiques de reconnaissance, effectivement, du travail des femmes, du travail du care, du travail des migrants, de la nouvelle classe ouvrière qui serait plus sudifiée, plus féminisée. Il y a effectivement des pistes aussi intéressantes qui se mettent en place dans des pays du Sud. Alors, j'en cite certaines, par exemple certaines pistes coopératives qui se développent dans des pays comme l'Inde. Je m'attarderai certainement sur des pistes qui sont développées, d'issues possibles de ce scénario dystopique, qui sont développées en Amérique du Sud. Donc, continent dans lequel il y a une réflexion importante, puissante, et qui en plus est là depuis des décennies sur la question, des décennies au moins, une décennie et demie, sur la question de la souveraineté numérique. Donc l'idée selon laquelle, en effet, on doit s'éloigner de l'hégémonie des GAFAM, donc des Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, mais aussi des équivalents chinois ou parfois russes, parce que, vous vous en doutez, ces grandes puissances internationales sont en train de pénétrer des pays, pour la Russie comme Cuba, pour la Chine, plusieurs pays d'Afrique. Alors, comment se manifeste cette idée de souveraineté numérique? Alors, d'une part, et ça c'est quelque chose que Cédric traite, c'est la question ou la philosophie à la limite du buen vivir, comme on la prononce, on la présente en Bolivie et en Équateur, et qu'on exprime aussi avec les termes de sumak amagne ou en aymara et sumak kausai en quechua, je crois. Alors, c'est donc l'idée selon laquelle il faut articuler innovation technologique, travail, société et économie avec la transition écologique et avec le respect de l'environnement. La Bolivie, par exemple, en 2012, a inscrit cela dans la Constitution avec une loi qui s'appelle, de manière un peu hippie, eux-mêmes le reconnaissent, la loi de la mère-terre, ou la terre-mère, bon, bref. Et en plus, dans cette loi, on énonce tout un tas, on décline cette notion de sumak amagne, par exemple, à un certain moment, insistant sur l'idée de bien travailler, qu'on dit en aymara comme suma irnakagne. Suma irnakagne est quelque chose qui s'articule par exemple avec la tradition des consejos, donc l'idée selon laquelle il faudrait travailler ensemble pour construire des infrastructures. Par exemple, imaginez dans un village, il faut à un certain moment introduire, que sais-je, l'eau courante, on se retrouve tous ensemble, on décide combien d'heures de travail, de combien de ressources a-t-on besoin, et on voit en gros qui est capable d'assurer combien d'heures de travail. Et ensuite, quand il sera question par exemple d'accéder au réseau électrique ou de l'eau courante, le prix sera proportionné, ou plutôt inversement proportionné à la quantité de travail fourni. Alors, la question qui, à mon sens, devient extrêmement intéressante avec les plateformes numériques, et je conclue avec ça, est comment envisager une manière de bien travailler, et donc de reconnaître le travail du clic, mais un travail du clic qui ne sera plus exploité par les plateformes numériques et par les entreprises qu'on retrouve représentées à Davos ou même à l'OIT, mais qui serait effectivement une manière de reconnaître le travail collectif du clic et le travail collectif nécessaire pour réaliser cette innovation numérique. Ça, c'est une manière, à mon sens, de reconnaître
non pas de reconnaître le côté fantasmatique et fétichisé de cette idée d'avenir du travail, mais aussi de nous ancrer à nouveau, autant au nord qu'au sud, dans le présent et dans les conditions matérielles de production de ces données et de ces intelligences artificielles qui constituent, en effet, comme je vous disais, le nerf de la guerre actuelle qu'on combat aujourd'hui autour du travail et parfois contre le travail. Merci. Il y a effectivement des groupes d'intérêt assez influents qui essayent de s'appuyer sur un certain nombre d'évolutions réelles pour en donner une certaine interprétation et pour en orienter les résultats d'une certaine manière, quoi. Ça, c'est clair et net. Donc effectivement, quand ils nous présentent ça comme quelque chose d'inéluctable, comme quelque chose qui est inscrit dans la technologie elle-même et qui entraîne nécessairement telle reconfiguration, etc., là, on est dans l'ordre de la manipulation, quoi. Par contre, il y a effectivement des évolutions, Antonio le traite très bien, il y a une reconfiguration en cours, de fait, il y a des évolutions technologiques qui changent la façon dont on travaille, qui changent le rapport au travail, mais elles ne tombent pas du ciel, quoi. C'est des stratégies d'entreprise, c'est des stratégies de contournement, justement, de toute une série de législations sociales, c'est une stratégie d'optimisation du profit, enfin voilà, et il y a des moyens de réagir, de fait. Moi, je répondis sur ce que tu dis, c'est toute une partie consacrée à démonter le technodéterministe et donc à démonter l'idée que la technologie s'impose à nous, qu'on ne peut rien y faire. Il n'y a pas une technologie. Enfin, le fait qu'on utilise les réseaux sociaux de cette manière-là, la configuration même de nos téléphones, etc., qui fait que c'est très facile à utiliser, mais on n'a aucune idée de comment ça fonctionne, ça c'est des choix de conception, et ces choix-là ils peuvent être autres, quoi. Et donc effectivement il y a des mouvements qui se battent pour la souveraineté numérique par exemple, qui est beaucoup plus largement comprise pour eux que simplement une souveraineté étatique ou nationale. C'est récupérer le contrôle sur la façon dont c'est conçu, que chacun soit capable de comprendre comment ça fonctionne et donc de le réparer, d'en faire autre chose, de détourner les usages, etc. Ça, c'est tout à fait possible technologiquement, avec la même technologie, mais c'est un autre choix d'utilisation, quoi. Donc je crois que c'est un peu des deux. Sur la remarque, est-ce qu'il y a vraiment une quatrième révolution industrielle? De fait, je suis plutôt sceptique, hein, et je cite pas mal d'auteurs qui le sont aussi. Après, est-ce que ça intervient, enfin, là où je pense qu'il y a quand même innovation, c'est dans cette histoire de données, quoi. Et une des choses, moi, qui m'a étonné en parlant notamment avec des activistes et des auteurs du Sud, c'est-à-dire, y compris dans le domaine agricole, par exemple, il y a des modifications fondamentales qui arrivent avec ces plateformes-là. C'est-à-dire, y compris dans le domaine agricole, on a une plateformisation de l'économie, on a une utilisation des données. C'est-à-dire qu'on vend maintenant des applications aux agriculteurs qui leur permettent de prendre des photos et d'envoyer à des firmes de pesticides une photo des maladies qu'ont leur champ, et on leur suggère directement le pesticide à mettre dessus, quoi. Alors c'est très facile, etc. Sauf que c'est une façon évidemment de cibler de manière beaucoup plus fine le marketing vers ces agriculteurs-là. Et en plus on prend leurs données, c'est-à-dire qu'on utilise, après on peut recouper les différentes maladies envoyées par tout un chacun, et on a une vision beaucoup plus complète. Donc ça contribue à accroître la puissance, et Monsanto maintenant se définit aussi en partie comme une entreprise de données, quoi, qui gère des données, qui est une plateforme. Donc je ne serais pas aussi catégorique de dire, y compris dans ces secteurs-là qu'on a tendance à pas trop associer avec les évolutions numériques, il y a des bouleversements qui se mettent en place, mais c'est clair que ça côtoie, voilà, un intervenant qui disait en Inde, il y a toujours des personnes qui portent des briques sur leur tête, quoi, à l'heure de la quatrième révolution industrielle. Et dans certains cas, on remplace les robots par des humains parce que de fait, leur travail coûte encore moins cher que des robots. Donc il n'y a aucune raison d'aller payer, je ne sais pas combien, en ingénieur, etc., si effectivement on peut payer presque rien à quelqu'un pour faire ce travail. Donc ça joue aussi sur ce discours technodéterminé. C'est parce que la technologie est là qu'on va l'appliquer. Tant que c'est moins cher d'utiliser, tu le cites aussi très bien, à Madagascar, tant que c'est moins cher d'avoir quelqu'un de Madagascar qui se fait passer pour une intelligence artificielle, on n'a aucune raison de payer un ingénieur pour le faire. La question de l'articulation entre le secteur tertiaire, primaire, secondaire, même dans les pays du Sud, est quelque chose d'extrêmement complexe. Et même si on voit énormément effectivement d'activités qui sont encore réalisées à la main, cela ne veut pas dire que ces activités même ne font pas partie d'une chaîne de valeur globale, laquelle permet effectivement de voir apparaître à un certain moment un chaton sur Facebook, pour faire court. Et ça, c'est
quelque chose qui a été traité par plusieurs collègues à moi. Je pense aux travaux c'est difficile de définir, donc disons un marxiste qui s'appelle Christian Fuchs, je pense qu'il n'y a pas d'autre manière de l'encadrer en tant que sociologue ou autre, ou par exemple par une anthropologue qui s'appelle Kate Crawford, et eux ils travaillent beaucoup sur les conditions matérielles, par exemple de production des batteries. Et là, on revient au primaire, enfin, on revient non pas à l'agriculture, mais à l'extraction minière. Et le fait que, par exemple, nos technologies, encore une fois, pour voir apparaître à un certain moment une vidéo sur YouTube ou un chaton sur Facebook, ont besoin, par exemple, d'extraction minière, en plus de terres rares et de matériaux qui sont de type particulier. Alors, dans la plupart des cas, effectivement, on se retrouve dans des situations qui, dans cette chaîne de valeur, situe normalement le meilleur du tertiaire et de l'économie des services chez nous. Donc c'est nous qui profitons en effet des jeux vidéo, de l'Internet 5G bientôt. Et quand je dis nous, je veux dire aussi des pays à haut revenu. Les plus avancés de ce point de vue-là, c'est la Corée, c'est le Japon, c'est Taïwan, c'est pas la France, c'est pas la Belgique, certainement c'est pas l'Angleterre. Et alors, pour arriver à faire ça, on a besoin évidemment des travailleurs Foxconn qui se tuent à la tâche, des travailleurs d'Amazon Mechanical Turk qui se tuent à la micro-tâche, c'est-à-dire qui sont là pour cliquer et entraîner les intelligences artificielles, mais vous avez aussi besoin effectivement des gens qui sont là, par exemple en Argentine, au Chili, à extraire du sel pour le lithium, pour les batteries. Donc ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Après, qu'est-ce que ça donne en termes, effectivement, des technologies qui sont à notre disposition? Bref, votre question était, est-ce qu'on est face à un bluff technologique? Moi je dirais qu'on a des effets d'annonce, quand on lance une nouvelle vague technologique, comme c'était par exemple le cas il y a quelques années avec les intelligences artificielles, et avant c'était avec le big data, et avant c'était avec le e-commerce, et avant c'était avec le web et le web social, etc. On s'invente des mots d'ordre, mais grosso modo c'est toujours les mêmes... oui, par exemple la domotique, à un certain moment, oui. Absolument. Mais donc à chaque fois qu'on trouve un mot d'ordre qu'on met au devant de la scène pour attirer les consommateurs et les investisseurs, on est en train de déguiser des entités technologiques qui sont grosso modo les mêmes. Enfin, si au lieu de dire intelligence artificielle, je dirais un logiciel, ce serait beaucoup moins sexy. Mais c'est un logiciel. Qu'est-ce qu'on a? Bref, l'intelligence artificielle qui ajoute un filtre merveilleux et réduisant sur mes photos sur Instagram, c'est un logiciel. Bref, pas plus que ça. Bon, bref. Après, il y a, si vous voulez aussi, donc je te remercie en effet Anne pour la question sur quelle est cette histoire de l'intelligence artificielle, de quoi on parle. C'est pas forcément quelque chose de très connu. Alors, si vous voulez, il y a une double histoire, une double généalogie de l'intelligence artificielle. Une qui se situe entre les années 50 et 60 et une qui remonte en réalité au XVIIIe siècle. Et je parle vraiment du XVIIIe siècle, 1776, 1793 plus ou moins. Vous allez voir que je suis plutôt partisan de cette deuxième généalogie. La première généalogie, c'est celle que vous trouvez dans les livres d'histoire des sciences, sur Wikipédia, si vous demandez à vos amis ingénieurs, surtout mecs, ils vont vous raconter qu'au début, il y avait Alan Turing. En 1950, il publie un article très remarqué dans la revue Mind qui s'appelait Computing Machinery and Intelligence, dans lequel il invente le célèbre test de Turing, qui consiste grosso modo à dire, bon, vous avez une pièce, vous avez un homme et une femme séparés par une porte, dans deux pièces séparées, et ils peuvent communiquer seulement grâce à des petits bouts de papier pour ne pas dévoiler par leur voix s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Et donc ce jeu, vous pouvez le faire, et donc le test consiste à deviner si la personne de l'autre côté est un homme ou une femme. Et donc maintenant, disait Alan Turing, remplacer la deuxième personne par une machine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Combien de questions faut-il poser pour arriver à comprendre si la personne de l'autre côté est une machine ou un être humain? C'est ça le test de Turing. Quand une intelligence artificielle est capable de passer le test de Turing, c'est parce qu'elle est arrivée à convaincre
à notre être humain qu'elle est un être humain et non pas un robot. Donc c'est une simulation complète des processus cognitifs, mais aussi des codes de communication qui font notre intelligence. Et après, cette histoire continue, on se retrouve dans les années 60, quand un certain nombre de scientifiques du MIT et d'autres grandes universités, tous des mecs par ailleurs, se retrouvent à Dartmouth, et ils décident de lancer des conférences pour commencer effectivement à réfléchir à que faut-il faire pour simuler les processus cognitifs du cerveau humain. Et donc, ils commencent à adopter un ensemble d'approches qu'on appelle aujourd'hui les approches cognitives ou symboliques, qui, grosso modo, font des grosses abstractions de notre intelligence pour arriver à deviner des schémas. Aujourd'hui, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui est hégémonique. Je vous disais qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle qu'on pratique, celle qui nous permet par exemple de dire à Siri commande-moi une pizza ou quelle est la météo, pardon, c'est le côté rital, et en plus c'est 8 heures, voilà, qui se réveille, voilà, c'est quelque chose qui est beaucoup plus rudimentaire. Je ne l'ai pas déconnecté, elle arrive. Oui, c'est ça le truc le plus terrible. Voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus rudimentaire qui consiste grosso modo à avoir suffisamment de données pour que Siri comprenne que si le mot commande et pizza et en plus le 8h15 coïncide et il y a une corrélation statistique entre ce qui est marqué sur la montre et ce qui est marqué, ce que je dis, voilà, il va commander cette pizza. Alors, et ça nous permet aussi de revenir en arrière à la deuxième généalogie. Au fait, la deuxième généalogie de l'intelligence artificielle, c'est celle de ce qu'on appelle le calcul humain. Donc le fait que l'intelligence artificielle a toujours besoin d'un être humain quelque part qui enseigne à Siri que commande pizza et 8 heures permettent de donner un certain résultat. Et ça, c'est quelque chose qui a été, d'une part, représenté de manière assez explosive par le célèbre exemple du Turc mécanique. Donc ce Turc mécanique était un joueur d'échecs, un robot joueur d'échecs introduit à la cour d'Autriche en 1776 par un monsieur qui avait inventé donc ce robot déguisé en Turc ottoman qui, soi-disant, était capable de battre les plus grands joueurs du monde. Alors, petit problème, c'était un canular. À l'intérieur se cachait un être humain. Qui était cet être humain ? Alors, parfois, il y avait des hypothèses très variées. Certains disaient qu'il s'agissait d'un nain, certains disaient qu'il s'agissait d'une personne bossue, certains parlaient d'un enfant très maigre. Edgar Allan Poe, qui était un raciste phénoménal, disait qu'il s'agissait d'un Italien très brun. Et voilà. À chaque fois, pourquoi j'insiste sur ces éléments-là ? À chaque fois, c'était pas un grand maître des échecs, c'était pas un sublime, c'était pas une personne qui était considérée comme la noblesse. C'était ou un migrant, donc l'italien brun, etc., ou une personne porteuse de quelque forme de handicap. Parfois, on disait même un soldat qui avait perdu les jambes en bataille, etc., etc. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'effectivement, l'idée de faire aux hommes, aux êtres humains, le travail des machines est une idée que certains ont cherché à cette époque-là à transformer, à mettre à profit. Mais à profit, c'est-à-dire à créer effectivement des usines à calcul. Et donc, par exemple, en France, il y avait un monsieur qui s'appelait Gaspard de Prony qui avait inventé une usine à calcul humain dans laquelle il y avait 93 personnes qui étaient des coiffeurs de la grande noblesse française au chômage, parce qu'il y avait eu la Révolution française et pas mal de têtes étaient tombées, et donc ces 93 chauffeurs et chauffeuses étaient mises au travail pour faire quoi ? Pour calculer les tables logarithmes pour le cadastre de Paris. Donc c'est des personnes qui faisaient un travail extrêmement répétitif de 7 plus 2, etc., etc. Et ces personnes étaient payées à la pièce. Et de la même manière, on continue à recruter des personnes pour faire ce travail d'intelligence collective qui est artificielle dans la mesure où à un certain moment ça se manifeste à travers par exemple des calculs de tables nautiques, tables astronomiques, et même à la limite on commence à s'en servir pour taguer les images avec à la fin du XXe siècle des nonnes des véritables nonnes qui sont mises au travail pour classifier les images d'étoiles pour faire ce qu'on appelait à l'époque la carte du ciel. Donc c'était effectivement une sorte de cartographie des astres. Donc ça c'est un ensemble de contextes scientifiques dans lesquels on a eu besoin pendant des siècles de travail humain pour faire
semblant d'avoir de l'intelligence artificielle. Et encore aujourd'hui, ça continue. Parce que Amazon Mechanical Turk ou des plateformes comme en France Full Factory sont des plateformes qui font ce qu'on appelle aujourd'hui de la artificial intelligence, de l'intelligence artificielle faite à la main. Qu'est-ce qui se passe sur Amazon Mechanical Turk? Eh bien, si vous avez besoin de quelqu'un qui vous classe et vous fait un algorithme de tri de vos images, vous avez que ça 7 millions d'images, au lieu de le faire grâce à une base de données, un algorithme de tri qui coûte super cher, voilà, je préfère plutôt payer en centimes une personne qui classe 10 images. Et vous répétez ça pendant 500 000 fois. Et à la fin, vous vous retrouvez avec votre base de données bien classée et bien triée. Et donc, ça vous a coûté relativement peu par rapport à la possibilité de devoir véritablement embaucher pendant 20 ans des personnes salariées qui fassent ça à la main, voire au contraire à payer un ingénieur ou une boîte d'ingénieurs qui vous fasse la base de données, l'algo et ainsi de suite. Donc il y a deux généalogies de l'intelligence artificielle, et tant qu'on continue à se raconter toujours l'histoire que c'est 2-3 mecs entre les années 50 et 60 et on oublie les nonnes et les coiffeuses du XVIIIe siècle, on aura toujours un problème à mon avis. La raison pour laquelle je me bats depuis au moins 2017 contre l'idée d'un colonialisme des data ou un colonialisme numérique, c'est parce que c'est une notion qui est très très simple à récupérer par les colonisateurs mêmes. Donc l'idée de base est, grosso modo, voilà, que si nous avons un pays qui n'est pas capable de développer son propre Facebook, son propre cloud et ainsi de suite, ce pays subit une forme de pénétration technologique de la part des géants qui viennent évidemment toujours de 2-3 blocs géopolitiques qui sont grosso modo les États-Unis et en tant qu'annexe l'Europe, la Russie et la Chine. Alors le problème est que souvent, c'est ces pays mêmes qui s'insurgent contre le colonialisme des autres. Et je suis bien placé pour le savoir, parce que la France est certainement celle parmi les nations européennes qui, depuis longtemps, insiste sur le fait qu'elle est colonisée par les Américains, et surtout par les GAFAM, et qui propose sa propre vision enfin évidemment très hexagonale de la souveraineté numérique, qui n'a rien à voir avec le projet émancipateur et anticapitaliste de pays comme la Bolivie, l'Équateur ou Cuba même parfois. Donc au contraire, l'idée de base est je ne veux pas des GAFAM, donc des grandes plateformes américaines, parce qu'elles empêchent le développement de nos plateformes à nous, et on serait très content si on avait non pas Google mais Google, et non pas Facebook mais Face Libre. Et donc l'idée de base est que parfois le colonialisme est une arme à double tranchant. Et en plus, le problème de base est que quand évidemment vous avez un pays colonisateur comme la France qui s'empare de ça, c'est doublement problématique. Voilà, donc c'était seulement pour ajouter ça. Peut-être deux petits points. Moi, il y a un militant indien qui avait une approche assez intéressante là-dessus, qui disait voilà, par rapport à ces innovations, etc., il faut prendre le temps d'avoir 3 réponses possibles. Dire qu'est-ce qu'on refuse, c'est-à-dire quelle est l'innovation dont on ne veut pas, parce qu'il est évident déjà maintenant qu'elle n'est pas soutenable, qu'elle a des effets qu'on ne veut pas, etc. Et donc ça, on refuse, point. Parce qu'il n'y a pas de déterminisme, parce qu'il n'y a pas d'inévitabilité, tout ce qu'on veut. Deuxièmement, quelles sont les innovations sur lesquelles on n'est pas certain? C'est-à-dire, voilà, ça pourrait être bien, pourquoi pas, peu importe. Là, lui, il prenait pour un moratoire, on se donne le temps, parce qu'il n'y a pas de raison d'être toujours dans l'urgence. Typiquement la 5G, enfin, je serais plutôt partisan de dire c'est un truc qui ne sert à rien, mais minimalement un moratoire. On pourra attendre 2 ans avant d'avoir la brosse à dents connectée, ce ne sera pas fondamentalement une grosse perte. Et donc là-dessus, on peut se donner le temps. Et alors, par contre, celles qui nous paraissent soutenables d'un point de vue écologique et dont on peut avoir effectivement une utilisation raisonnée, maîtrisée, etc., ben pourquoi pas? Et alors, on se donne les moyens de le faire, quoi. Et donc là, je trouve qu'il y a une approche qui n'est pas univoque sur la technologie, c'est forcément bien. Ce qu'on entend souvent, c'est là, de toute façon c'est là, et donc ça va s'imposer, donc il faut s'adapter. Hein, ce qu'on entend sur la 5G à l'heure actuelle, c'est écoutez, vous pouvez bien la refuser, etc. De toute façon, tout le monde va la prendre, et donc voilà, ce sera un fait acquis.
Je ne pense pas que ce soit inévitable et je pense que fonctionner comme ça en 3 temps, je trouvais ça vraiment une bonne façon d'aborder le problème et il essaie de défendre ça dans les mouvements de ce qu'il appelle du justice numérique. Est-ce que tout le monde doit maîtriser toutes les technologies? Je ne suis pas sûr, au final. Voilà, je pense qu'il y a aussi moyen de mettre en place des garde-fous et des mécanismes qui font en sorte qu'effectivement tout le monde ne doit pas comprendre comment fonctionne dans le moindre détail tout instrument technologique, mais qui ait des possibilités de rappel à l'ordre, d'éveil, de contrôle démocratique, de collectiviser un peu cette vigilance-là. Sans parler du fait, si je peux tout simplement ajouter un élément sur cette question du contrôle sur ces propres technologies, que par exemple, on a un travail phénoménal, on est en train de faire un travail phénoménal, nous-mêmes en tant que société, d'apprentissage social de ce qu'on peut faire avec ces technologies. Pensez tout simplement le fait de savoir aujourd'hui mieux gérer sa vie privée grâce aussi à des encadrement de type légal comme le RGPD. Donc on ne fait pas aujourd'hui, 2019, sur Facebook, les mêmes choses qu'on faisait en 2004, en 2007 ou en 2014 même. Et à la limite, même le fait, bon, bien sûr, je ne suis pas capable de savoir ce qui se passe dans un algorithme, mais maintenant vous avez des personnes qui n'ont pas une formation en sciences de l'ingénieur, qui vous parlent de l'algo, qui ont un discours intelligible et renseigné sur l'algo. N'importe quel chauffeur d'Uber peut vous tenir pendant des heures à vous faire un traité d'algorithmique et il est bien placé pour le savoir, parce qu'à chaque fois il cherche à déjouer l'algo. Voilà, pardon. Non, mais merci. Oui, alors comment défaire l'impérialisme? Très sérieusement, oui, c'est ça. Moi, je n'ai pas prétention, évidemment, à avoir des réponses là-dessus. C'est 2 points qui sont abordés dans le bouquin et où j'essaie de donner la parole. Ce que vous soulevez, c'est effectivement l'organisation des précaires. Alors, il n'y a pas, je crois pas qu'il y a une recette miracle, mais il y a toute une série d'auteurs qui expliquent qu'il y a une histoire, il y a une pratique du travail précaire et des résistances possibles, plus développé dans le Sud, dans lequel on peut plus facilement mobiliser. Un des exemples qui revient souvent dans le bouquin, dans les différentes régions, c'est le maintien d'un accès à la terre. C'est la possibilité d'avoir toujours une modalité de subsistance qui permet d'éviter le chantage du travail salarié. En expliquant que pour la plupart des travailleurs du Sud, le travail salarié n'a jamais vraiment constitué une option désirable, là où ça a pu être le cas effectivement dans les pays industrialisés, et donc, encore à l'heure actuelle, on a des pratiques de turnover, de retour, de maintien d'un lien avec les communautés rurales, etc., qui permet un minimum de se soustraire, autant que faire se peut, au chantage qui implique le travail salarié. Dernier point sur les plateformes, est-ce que c'est une bulle spéculative ou pas? Gros débat aussi, gros débat. Si on prend le concept de plateforme au sens large, d'ailleurs le bouquin d'Antonio est extrêmement pédagogique là-dessus, pour un peu mieux cerner ce qu'est une plateforme au-delà des Deliveroo et Uber, qui sont qu'une forme de plateforme parmi d'autres. On remarque quand même que parmi les 10 entreprises les plus fortement capitalisées, on dirait ça illustre aussi le caractère spéculatif. Il y en a 5, 6, voire plus, qui sont des entreprises numériques et qui dégagent des profits. Par leur maîtrise des données, par l'effet de réseau que ça permet, par le contrôle monopolistique d'un secteur ou d'un sous-secteur que ça permet. Et donc effectivement la question c'est est-ce qu'un Deliveroo va parvenir à remonter la chaîne en fait, quoi? Ce qu'ils sont déjà en train d'essayer de faire, en train d'essayer d'avoir leur propre restaurant et de pouvoir s'appuyer sur les données qu'ils génèrent dans une activité qui pour l'instant n'est pas rentable pour remonter et maîtriser l'ensemble de la filière. S'ils parviennent à faire ça, alors il y a peut-être plus débat. Idem pour Uber, qui veut se lancer dans la construction de véhicules et dont ont peur les fabricants traditionnels, quoi. Je veux dire, Ford, etc., ont peur qu'Uber commence à investir le secteur de la production. Alors voilà, moi je ne suis pas du tout expert, j'en sais rien, mais j'entends les arguments des 2 côtés. Et pour moi, ça reste plus ouvert que... Voilà, mais on peut... Merci. Alors avant de conclure, j'avais quand même envie de reposer encore une dernière question, moi, à Antonio, pour finir en beauté. Pour savoir comment réagir face à ces attaques frontales contre le travail salarié et avec des approches qui peuvent être coopérativistes de plateforme, communs ou autres, celles qui te semblent les plus intéressantes. Okay. Voilà, pour donner des pistes un petit peu d'ouverture. Alors, en sachant que déjà, je me sens un peu mal à l'aise parce que effectivement, toute la 3e partie du livre de Cédric propose, à mon sens, des pistes beaucoup plus pertinentes à développer que les quelques pistes que j'indique à la fin de mon ouvrage. Mon ouvrage, pour vous donner tout simplement un
un aperçu de la cuisine interne, faisait au début 650 pages. Mon éditeur n'a pas apprécié du tout. Donc il a coupé 200 pages et quelques, et surtout il a coupé dans toute la partie dans laquelle j'ai développé le que faire. Voilà. Ah ben vas-y maintenant. Non, mais c'est impossible, parce qu'entre-temps, moi je l'ai oublié. Non, sans blague. À part ça... Ça ferait un bon titre pour un ouvrage. De quoi? Entre-temps, que fait? Oui, ça ferait peut-être, voilà. Il y a des personnes qui réfléchissent. Bon, donc que faire? En effet, j'indiquais 3 pistes. 3 pistes qui, finalement, ne poussent pas assez loin, à mon avis, dans mon propre travail, la réflexion, mais se concentre d'abord sur l'existant. L'existant en termes de revendications dans les pays du Nord, surtout, même en même temps, vous allez voir, il y a aussi des articulations avec le Sud, sont de 3 types. Le premier, c'est grosso modo la resyndicalisation et la réinscription dans le giron du travail salarié, du travail des plateformes. Donc le travail des plateformes, pour certaines plateformes, c'est beaucoup plus simple que pour d'autres. On pourrait l'envisager comme une forme de travail salarié qui ne dit pas son nom. Donc évidemment, les candidats idéaux sont les Uber, les livreurs et ainsi de suite, qui par ailleurs, un peu partout dans le monde, ont eu un certain nombre de succès, donc en Angleterre, en France, en Espagne, etc., pour se faire requalifier. Et donc si la question était tout simplement une question de requalification, on serait bien barré d'un certain point de vue, parce qu'on voit directement où aller, du moins pour certains, et donc d'un certain point de vue, voilà, on pourrait rééquilibrer cette perversion actuelle même du syndicalisme qui protège, donc je résume d'une manière très brutale, mais malheureusement c'est ça que j'ai entendu dans vos propos, protège ceux qui sont déjà encadrés dans un travail formellement défini. Hein. Ce qui est, à mon avis, assez problématique. Bon, ok. Ceci dit, cela, à mon sens, s'adapte très bien comme solution à la partie émergée et ostensible des plateformes, c'est-à-dire le travail qu'on voit dans nos rues, le travail localisé des livreurs, des chauffeurs, des plateformes de care, de TaskRabbit, etc., etc. Mais malheureusement, fait l'impasse sur la question des données, sur la question de la production de données qui, je répète, et c'est un peu le pari théorique de mon analyse, est le nerf de la guerre. Et donc, que faire pour la reconnaissance aussi des travailleurs de la donnée? Alors, parfois, c'est les syndicats même qui disent, bah, écoutez, nous-mêmes, on a déjà des outils pour protéger ces syndicats. Ces travailleurs. Donc il y a des syndicats traditionnels comme IG Metall qui en 2016 ont créé une plateforme pour les travailleurs des plateformes, y compris par exemple pour les travailleurs de la donnée comme ceux de Amazon Mechanical Turk et d'autres. Moi-même je travaille avec un syndicat qui est Force Ouvrière, qui n'est pas mon syndicat préféré, soyons clairs, mais en même temps qui est un travail qui s'interroge sincèrement sur le travail du clic et sur comment protéger le travail du clic. Et après, par contre, il y a aussi d'autres manières de dépasser complètement l'idée de réinscrire ce travail des plateformes dans le travail traditionnel et de dire, bon, tout simplement, on peut s'imaginer d'autres plateformes. Et donc, dépasser peu à peu l'idée de la plateforme prédatrice à la Google, à la Facebook. Et donc, là, on commence à voir apparaître ce mouvement qui s'appelle le coopérativisme des plateformes. Le coopérativisme des plateformes, donc Cédric aussi en parle dans le livre, est une idée selon laquelle il faudrait imaginer des plateformes dans lesquelles les usagers sont aussi les propriétaires et ont un droit non seulement d'accès aux données, mais même un droit d'analyse et d'audit et même de co-construction de l'algorithme. Donc à la limite, il faut s'imaginer par exemple un Uber dans lequel les chauffeurs mais aussi les passagers sont les propriétaires de la plateforme, ce qui est tenté, enfin, il y a plusieurs pays qui ont lancé des initiatives de ce type-là, un Airbnb dans lequel effectivement on est dans un contexte coopératif, un covoiturage de ce même type, ou alors un Foodora, c'est du passé, un Deliveroo qui pourrait être un Deliveroo du peuple. Alors, et c'est problématique, pardonnez-moi, c'était une blague un peu idiote, mais en même temps, parfois,
derrière le coopératisme des plateformes, il y a une double mouvance, à mon avis. D'une part, vous avez énormément de plateformes qui veulent s'inscrire dans une réflexion éthique et socialement responsable. Parfois c'est de la parlotte et parfois c'est vraiment une volonté de changer la donne. Mais de l'autre côté, vous avez aussi une autre composante super importante du coopérativisme des plateformes qui est constituée de coopératives traditionnelles qui cherchent, pour faire court, à réussir leur transformation numérique et qui donc veulent être eux-mêmes des plateformes. Et donc il y a, à mon sens, une contradiction actuelle, je veux dire 2019, et ça fait des années que je travaille avec des coopératives et des plateformes, et que je suis membre d'une association qui s'appelle la Coop des communs, qui s'occupe exactement de ça. Donc parfois vous avez donc ces deux tendances, et parfois ces tendances ont une certaine tendance à se choquer, voilà, entre tuer. Sans parler du fait que parfois certains représentants du coopérativisme des plateformes, comme par exemple le Platform Cooperativism Consortium de New York, qui a été vraiment le lieu de naissance du mouvement, dernièrement a accepté $1 million de Google pour développer des plateformes coopératives. Et là, vous voyez, on commence tout ça se crisper un peu en disant mais pourquoi voilà. Alors, donc, c'est problématique, et personnellement, je prône une troisième voie, qui est une voie qui est décidément plus utopique, plus complexe, qui a à faire, et il faudrait lire tout ce que j'ai, un énorme chapitre que j'ai écrit sur quelle est la généalogie des plateformes. La généalogie des plateformes, pour faire court, est une réflexion politique qui naît non pas avec le numérique, mais en réalité en Europe, avec des mouvements révolutionnaires et avec le premier anarcho-communisme au XVIIe siècle en Angleterre. Et donc l'idée qu'on commence à parler de plateforme en tant que programme politique, mais programme politique d'un type particulier, un programme politique qui vise le dépassement de la propriété privée, l'abolition du travail et la mise en commun des ressources productives. Et donc c'est pas un truc de rien. Quand, à l'époque, au XVIIe siècle, c'était les diggers, donc le mouvement des bêcheux en français, qui le prenaient, déjà c'était un truc assez spécial. Le fait de commencer à faire de cet autre type de plateformisation alternative aujourd'hui serait à mon avis encore plus spécial, d'autant plus qu'effectivement on pourrait l'articuler comme je cherche à le faire depuis l'apparition du livre en réalité, avec effectivement des mouvements que je trouve extrêmement intéressants et qui bien sûr peuvent être, donc encore une fois c'est la Summa Camagne ou le Buen Vivir, etc., qui peuvent paraître là aussi de la façade, mais personnellement pour ce que j'ai pu voir par exemple en termes de développement de modalités alternatives de redistribution de la valeur produite autour des technologies et même des matériaux nécessaires pour produire ces technologies en Bolivie, surtout en particulier autour du salar de Uyuni, qui est donc cet énorme gisement de sel qui est désormais lié à 2 grandes usines de lithium, et c'est quelque chose d'extrêmement prometteur. Au niveau, par exemple, de l'articulation entre les syndicats agricoles, les syndicats miniers de Potosí et le gouvernement qui cherche à trouver une clé de redistribution de la valeur produite sans faire privatiser le salar par des entreprises étrangères. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et on pourrait, pourquoi pas, aussi s'interroger de la même manière sur les données. Pourquoi seulement sur les communs environnementaux? Pourquoi ne pas le faire aussi sur les communs numériques que nous-mêmes on met en place? Parce que chaque donnée qu'on produit fait partie d'un énorme patrimoine de l'humanité. Et tant qu'on a encore des plateformes qui s'en approprient, qui se l'approprient, on a un problème. Voilà. Merci beaucoup pour ce débat très riche. Merci. Merci. Merci.